Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette première présentation sous le format d'une visio du cursus master en ingénierie. Donc, je suis Nathalie Gaveau, je suis professeure à l'Université de Reims et je suis également vice-présidente du réseau Figure en charge de la communication. Donc, c'est à ce titre-là que je vous présente aujourd'hui ce qu'est le réseau et ce qu'est le cursus master en ingénierie. Et je suis accompagnée, donc je leur donnerai la parole juste après ma petite présentation. Je suis accompagnée de Bastien, qui est actuellement étudiant dans un CMI à Montpellier et qui est en stage en Suède, et accompagnée de Gaëlle, qui est une diplômée depuis quelques années, qui a un poste actuellement chez Dassault Systèmes, pour vous présenter un petit peu quelques retours d'expérience. Alors, j'ai 17 diapositives exactement, donc ça devrait aller relativement vite, mais vous aurez tous les éléments nécessaires pour comprendre ce qu'est le cursus master en ingénierie. Et puis après, l'idée, c'est de poser des questions. Donc, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat. Je ne les verrai pas tout de suite, mais je pourrai répondre juste à la fin. Et sinon, vous pouvez allumer vos caméras après et également poser des questions en direct. Donc, le cursus master en ingénierie, comme l'indique ici le titre, c'est vraiment pour mener les lycéens, donc les futurs étudiants du baccalauréat, vers le métier d'ingénieur. Alors, avant de vous parler vraiment de la formation, je trouvais qu'il était utile de définir un petit peu ce profil de l'ingénieur de demain. Alors, c'est un ingénieur qui doit, à mon avis, disposer de 5 qualités essentielles. Ça doit être avant tout un expert de son domaine. Ça doit être quelqu'un qui est innovant, qui est agile, qui sait s'adapter, qui est flexible, qui est responsable devant la société et vis-à-vis de l'environnement, et qui est influent au sein de son entreprise et également à l'extérieur. Alors, pourquoi cette formation d'ingénieur spécialiste doit se faire à l'université? Tout d'abord parce que l'innovation qui va être un petit peu la clé de la réussite de cet ingénieur, qui est le moteur de l'économie moderne, requiert des professionnels qui doivent être formés à la recherche et par la recherche. Donc, à l'université, on est à la proximité de laboratoires d'excellence qui sont souvent associés avec des grands organismes de recherche tels que le CNRS, l'INSERM, le CEA ou l'INRAE. Donc, c'est un terrain qui est tout à fait propice à l'innovation. Cette formation, donc, qui est réalisée à l'université, permet à l'étudiant d'acquérir une connaissance approfondie dans un secteur scientifique, mais également des compétences transversales. Et puis, c'est une formation qui est orientée vers la recherche. Et ça, c'est un facteur très important pour la motivation des étudiants, pour les motiver à apprendre. Et on parle de savoir et également de savoir-faire. Alors, qu'est-ce que le cursus master en ingénierie? Alors, c'est une formation tout d'abord qui est assez exigeante et sélective. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une formation qui bénéficie d'un label national, voire pour 5 d'entre elles aujourd'hui, mais c'est en constante évolution, d'un label européen. Alors, le CMI, c'est toujours une formation qui est adossée à une licence et à un master. Donc, vous avez ici la licence que je vais appeler licence support en vert et le master support qui est également en vert un petit peu plus foncé. Et le CMI, en fait, ça va être l'ensemble des cours reçus en licence et un master auxquels on va ajouter des activités additionnelles qui représentent en moyenne 20% de travail en plus sur les 5 ans. Alors, ce travail, bien avant la crise sanitaire, c'était du travail qui pouvait être réalisé en présentiel ou non, par exemple, sous forme de projets qui étaient réalisés à la maison ou dans des laboratoires ou dans des entreprises. On peut retrouver dans ces 20% des cours supplémentaires, des projets, des visites de laboratoire, des visites d'entreprise, également un renforcement en anglais,
à la fin de votre CMI, vous devez certifier d'un niveau B2. Vous devez également obtenir une certification numérique. Donc, la certification qui a été choisie, c'est le PIX, que la plupart d'entre vous ont déjà commencé dès le collège. Et au cours de ces 5 ans, vous allez réaliser de nombreux stages, un stage tous les ans, que ce soit des stages en entreprise ou des stages dans des laboratoires de recherche. Au cours de ce cursus, au cours des 5 ans, on va vous obliger à avoir une mobilité à l'international. Cette mobilité, on y reviendra juste après, mais elle peut être soit réalisée sous forme d'un stage, dans ce cas-là, c'est 3 mois minimum, soit réalisée dans le cadre d'un échange, tel qu'un échange Erasmus ou d'un autre format. Et dans ce cas-là, ça sera un semestre qui sera passé dans une université internationale. Concernant la sélection, elle se fait sur dossier. Juste après le baccalauréat, il n'y a pas de concours et il y a une seule sélection juste après le bac. Et ensuite, à partir du moment où on a la moyenne à la fin des années, il n'y a plus de sélection jusqu'au bac+5. Alors, je vous parlais de la mobilité à l'international. Alors, cette mobilité, elle est obligatoire. Et pour faciliter cette mobilité, le réseau a énormément travaillé sur la signature de conventions entre le réseau Figure et de nombreuses universités internationales, les plus prestigieuses. On peut citer les 12 universités de la Big Ten Academy Alliance University aux États-Unis. On peut citer également 3 instituts en Inde, un institut à Chypre, 2 universités en Afrique du Sud, ainsi qu'une université à Taïwan. Donc, les accords que je vous présente sur cette diapositive ont été passés pour que nous puissions envoyer des étudiants en stage dans les laboratoires de recherche de ces universités. Venant compléter en fait ce qui a déjà été annoncé, des accords ont été également signés avec des universités du Québec, donc les 10 institutions du Québec, des accords avec 2 universités en Tunisie, l'université de Carthage et de Sfax, une école polytechnique d'Agadir au Maroc, l'université de Djibouti et une université au Liban. Alors, ces accords signés entre ces universités et instituts et le réseau Figure pour que les étudiants puissent partir en stage viennent s'ajouter à des accords qui sont propres à chaque université dans lesquels vous effectuerez votre formation. Les universités ont déjà des accords avec plusieurs pays sur la planète et également favorisent les échanges européens par le biais de l'interface Erasmus+. Donc, c'est également une autre façon de réaliser sa mobilité à l'international au travers de la réalisation d'un semestre d'enseignement dans une université partenaire. Alors, je vous parle depuis le début du réseau Figure. Alors, aujourd'hui, c'est un réseau de 31 universités françaises. Donc, au niveau de la France, on est relativement bien couvert. Et chaque université va avoir développé des CMI en fonction de leur force en recherche, puisque c'est une formation qui est axée recherche. Donc, il faut qu'il y ait des laboratoires de recherche qui viennent s'inscrire dans le programme et dans la pédagogie au niveau de la formation. Et donc, si on vient un petit peu en détail, dans le détail des CMI proposés, donc aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de CMI ouverts au recrutement dans les domaines que vous voyez actuellement inscrits sur vos écrans. On peut citer 11 CMI dans le domaine des biotechnologies. Alors, dans ce domaine-là, on va retrouver à la fois ce qui va concerner les végétaux, ce qu'on appelle les agrosciences, et ce qui concerne plutôt la médecine, la santé, donc des biotechnologies santé. Il existe
11 CMI en biotechnologie, 9 CMI en chimie, donc répartis sur toute la France, 7 CMI en électronique, électrotechnique et automatique. Alors, vous voyez, ce petit astérix qui est ici indique que ce CMI, quelques CMI sont également proposés en alternance. Donc, ça peut être intéressant pour avoir un pied dans l'entreprise dès le départ. Nous proposons des CMI dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, du génie civil, des géosciences, de l'informatique et des communications, des mathématiques appliquées, des mathématiques et informatiques, de la mécanique, de la physique, de la science et des génies des matériaux. Et également, depuis quelques années, ce que l'on appelle des ingénieries de services dans le domaine de l'économie et de la finance, de la géographie et de l'aménagement, de l'information et de la communication, du tourisme et du patrimoine, et dans le domaine de l'édition et du multimédia. Alors, au niveau du recrutement, en fait, ce recrutement se fait après le baccalauréat. Donc, on s'engage bien dans un parcours de 5 ans. Ce recrutement se fait pour chaque université qui propose un CMI, et ce sont les universités qui gèrent elles-mêmes leur recrutement. Les candidatures se font sur le portail Parcoursup pour des titulaires de baccalauréat. Alors, je vous ai mis à titre d'indication les prérequis qui sont attendus, sachant qu'aujourd'hui, on ne parle plus de bac S, mais on va parler de bac avec des options plutôt scientifiques, plutôt dans le domaine des langues ou plutôt dans le domaine de l'économie ou des sciences sociales ou de la gestion. Donc ça, bien sûr, c'est adapté en fonction du CMI qui est visé. Et la sélection se fait sur la base des résultats scolaires et également sur entretien. Donc les entretiens, depuis pas mal d'années, nous réalisons des entretiens sur place pour les gens qui sont dans la région. Et puis sinon, les entretiens sont également possibles à distance où on propose des petites visios de 10 à 15 minutes. Alors, pourquoi j'insiste aussi sur les résultats scolaires, même si ça ne fait pas tout, on est tous d'accord sur ce principe-là, c'est que vous vous engagez dans un cursus qui va être exigeant, qui va vous demander plus de travail que vos copains qui vont être en licence ou en master seuls. Et en fait, nous, on veut s'assurer que le parcours il se fasse sans embûches et que vous ayez une bonne réussite à la fin de votre première année, de votre deuxième année, jusqu'en master. En général, dans les groupes CMI, nous avons de très bons résultats à la fin de l'année. Alors, vous êtes maintenant rentré dans le CMI et comme les autres étudiants, vous allez être inscrit à la fois en CMI et inscrit dans un diplôme national de licence puis de master. Alors, cette inscription en CMI vous ouvre la possibilité pour tout type de bourse et d'aides selon les ressources, des aides au logement, par exemple. Donc ça, je vous renvoie vers les services concernés tels que le Crous. Vous donne accès aux tarifs étudiants pour les transports, aux restaurants universitaires et à tout tarif réduit existant. Vous donne accès également aux équipements sportifs universitaires et aux activités culturelles. Mais en plus, donc, si vous choisissez ce type de cursus, faut bien prendre conscience que vous allez rentrer dès la première année et sous réserve que vous réussissiez d'une année sur l'autre, c'est-à-dire avec un minimum de 10 de moyenne, eh bien, vous allez poursuivre comme ça jusqu'au master sans aucun autre processus de sélection. Aujourd'hui, quand vous avez fini votre troisième année de licence, eh bien, vous candidatez pour 1, 2, 3, 4 masters parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir votre place, votre master, celui que vous préférez, parce qu'il y a une sélection après la licence, après la troisième année de licence. Là, en fait, quand vous vous inscrivez en CMI,
vous êtes d'office dans un parcours de 5 ans et vous n'avez plus du tout de sélection dans ce parcours-là. Vous avez la certitude d'appartenir à une promotion avec un suivi plus important. Nos étudiants, on les connaît très, très rapidement par leur nom et par leur prénom, parce que, en général, ce sont des petites promotions, entre 10 et 15 étudiants. Donc, c'est des étudiants que l'on suit très facilement et que l'on surveille également par rapport à leur réussite. Quand vous êtes en CMI, je prends l'exemple du CMI de Reims. À Reims, vous avez 2 CMI, un CMI en biotechnologie, un CMI en informatique. Eh bien, il y a des cours qui vont être spécifiques pour les CMI. Et dans ce cas-là, vous êtes mutualisés. Vous avez, les 2 promotions vont avoir des cours de management. Les 2 promotions vont avoir des cours de gestion de projet ou de création d'entreprise. Donc, vous êtes de nouveau fusionnés avec d'autres CMI au sein de la même université. Et puis, je pense que c'est quand même important. On a vu qu'il y avait 31 universités qui proposaient ce type de formation. Il faut savoir que ces formations sont régies par un référentiel national. Et en fait, ça facilite énormément la mobilité entre un CMI d'une même discipline. Par exemple, un CMI de mécanique à Montpellier pourra, en licence ou en master, changer de CMI plus facilement et arriver à un CMI de mécanique en Alsace. Donc ça, c'est aussi un gage de qualité. Le CMI de Bordeaux est à peu près identique, à quelques variations près, au CMI de Strasbourg. Et puis, alors, on ne le souhaite pas, mais ça... Alors, moi, je ne l'ai pas encore connu, mais ça arrive de temps en temps. Vous vous engagez dans un parcours, en fait, vous apercevez que c'est un petit peu trop difficile par rapport à ce que vous aviez imaginé. Et comme vous avez cette double inscription, à la fois en licence et en CMI, eh bien, si vous souhaitez abandonner en cours de route, vu que vous aurez validé séparément les modules de licence des modules de CMI, eh bien, vous pourrez préparer que la licence le moment venu et laisser tomber la partie CMI. Alors, être étudiant en CMI dans une université, eh bien, c'est aussi découvrir le monde de la recherche, et ça, dès les premières années de formation. Les L1 découvrent les laboratoires de recherche, et on a comptabilisé pour les 100 CMI 212 laboratoires de recherche universitaires qui co-encadrent en fait ces formations. Alors, c'est bien d'avoir déjà un pied dans les laboratoires de recherche parce que ça facilite en fait la proximité avec les enseignants-chercheurs, et il y a un accès facilité en fait à nos carnets d'adresses, à nos contacts internationaux, et on facilite quand même le passage des étudiants pour obtenir des stages dans des laboratoires ou dans des entreprises. Et puis, bien, cette formation vous oblige à partir minimum 3 mois à l'étranger, donc soit pour une expérience européenne ou internationale, soit sous forme d'un semestre, soit sous forme d'un stage ou même d'une année de césure. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent nos étudiants ? Donc, nos étudiants, alors ça, c'est les derniers chiffres d'insertion suite à l'enquête qui a été réalisée en septembre 2021. Donc, les étudiants, donc là, on a à peu près 8 à 9 ans de recul sur les chiffres que je vous avance là. Et puis, ce sont des chiffres qui ont été moyennés pour tous les CMI de toute la France. Donc, les étudiants, dès leur labellisation, donc dès la fin du Master 2, il y en a 76% qui ont déjà un emploi. Et c'est 91% après les 6 mois de recherche d'emploi, après les 6 mois de diplôme. Alors,
Sur quel type de contrat on va retrouver ces anciens étudiants? Alors, on en a 29% qui vont être en CDI, on en a 19% qui vont être en CDD. Alors, on a remarqué qu'une majorité des CDD étaient effectués dans la recherche publique. On va en avoir 29% qui vont poursuivre en thèse, dont une bonne partie en thèse CIFRE, c'est-à-dire une thèse qui va être cofinancée par l'entreprise. On va en avoir 7% qui vont être en poursuite d'études, et puis le reste sur d'autres types de contrats. En termes de rémunération, parce que c'est aussi quelque chose qui est important, donc alors on va pas parler des personnes en thèse, puisque le salaire d'un doctorant en fait est borné, et c'est quelque chose qui est borné par le ministère, donc on les a sortis de cette étude. Quand on prend que les CDD et les CDI, au total, on a 70% des labellisés qui vont avoir plus de 30 000 euros par an hors prime. Donc ça, c'est le salaire net hors prime. Pour les CDD, c'est environ moitié de notre population qui vont être payés en dessous des 30 000 euros par an. Alors, c'est principalement dû au fait que malheureusement, ils sont dans la recherche publique, et la recherche publique paye beaucoup moins bien que la recherche dans le domaine privé. Donc, les salaires sont un petit peu faibles. Et pour les CDI, pour un premier emploi, les prestations salariales sont quand même bien. Enfin, je pense qu'on peut quand même les souligner. On a 82% des CDI qui ont un salaire supérieur aux 30 kg euros par an, 50% qui vont avoir un salaire supérieur à 35 kg euros par an, et 14% qui vont avoir un salaire supérieur aux 40 kg euros par an. Alors, je vous ai mis juste en dessous quelques exemples d'entreprises qui ont embauché des étudiants depuis quelques années, mais la liste, elle est vraiment trop longue. Voilà, on peut citer FH, Dassault Systèmes, Decathlon, Engie, de Cédeco et la Société Générale, mais voilà, il y en a énormément, il y en a beaucoup plus. Alors, je vais maintenant passer la parole à un de nos étudiants. Donc voilà, il a mis sa petite caméra, il va ouvrir aussi son micro. Donc Sébastien, et je vais le laisser se présenter. Et puis après, je passerai la parole à Gaëlle également pour qu'elle se présente. Du coup, je m'appelle Bastien. Donc, j'ai commencé quand j'étais en terminale, je recherchais en fait une formation vraiment côté ingénieur. Et à l'époque, je connaissais pas le cursus master ingénierie, donc je m'étais un petit peu dirigé par défaut vers la prépa qui me correspondait pas beaucoup en fait au niveau de la façon de travailler. C'était beaucoup d'enseignements en très très peu de temps, et je pense que j'étais pas forcément le profil qui correspondait à ce type d'enseignement. Et donc, du coup, je suis un petit peu revenu après vers l'université par défaut. Et c'est à l'université de La Rochelle, du coup, que j'ai découvert le CMI, le cursus master ingénierie. Et donc, du coup, comme je faisais une licence en physique-chimie qui pouvait être adossée au CMI, c'est là que j'ai demandé à la rentrée de pouvoir le rejoindre. Donc, du coup, j'ai pas suivi le Parcoursup, j'ai pas postulé sur Parcoursup, j'ai réussi à rentrer via des, des inscriptions et des candidatures à la rentrée en post-Parcoursup, du coup. Et là, j'ai vraiment trouvé donc, du coup, des enseignements qui me correspondaient beaucoup plus, que ce soit déjà donc, dans les enseignements de la licence support. Ça prenait plus de temps, du coup, on se posait plus sur les cours, et on pouvait du coup vraiment être suivi par les profs sur le long terme et vraiment maîtriser chaque partie du cours au fur et à mesure. Et les cours apportés par le CMI me correspondaient aussi beaucoup plus, du coup, puisque je sais que dans la licence, du coup,
On avait beaucoup de projets qui nous initiaient du coup à l'univers de la recherche déjà, donc que ce soit à la recherche bibliographique, à la production d'articles scientifiques ou même à la connaissance du monde de l'entreprise, puisque donc en L1, on avait ce fameux stage obligatoire du coup pour les étudiants CMI, qui est donc un stage ouvrier de découverte du monde professionnel que j'ai pu faire chez Safran Aircraft Engine, du coup en région parisienne. Et donc, c'est là que j'ai vu que je voulais vraiment me diriger vers l'ingénierie des matériaux. Donc, j'ai fait ma licence sur La Rochelle et donc le master était du coup dirigé sciences des matériaux, mais malheureusement pour moi, c'était matériaux du littoral et c'était pas vraiment un domaine qui m'intéressait. Je voulais plus m'intéresser du coup aux matériaux dédiés aux nanotechnologies. Et le CMI, donc du coup de Montpellier, le master CMI en physique, était vraiment dédié, donc qui était physique, ingénierie des nanotechnologies et donc des matériaux nécessaires, donc semi-conducteurs, croissance de métaux, etc. Donc, j'ai utilisé en fait l'opportunité du réseau Figure pour pouvoir changer de CMI et donc avoir peut-être pas plus facilement, mais en tout cas pouvoir postuler à une place dans le master CMI Fimatech à Montpellier. Donc, pareil, là, les projets CMI me correspondaient beaucoup plus que ce que j'avais pu voir un petit peu de ce qui pouvait être proposé peut-être en école ingé. Donc, du coup, je me suis dit que c'était peut-être, bah, en tout cas, le bon endroit. J'avais choisi le bon parcours. Puisqu'en M1, on a du coup, en première année de master, on a un très gros projet laboratoire, donc un projet vraiment qui est censé faire la fin du coup du cycle recherche du CMI. Et aussi, donc, du coup, le stage qui est censé être vraiment un stage dédié à l'ingénierie en M2. Et donc, du coup, je suis parti faire mon expérience à l'étranger, donc, du coup, pour mon stage de 6 mois, le stage final du master, dans le domaine donc, de l'ingénierie, de la recherche et du développement. Donc, dans une entreprise qui s'appelle Smoltech, qui, donc, du coup, essaye de faire croître des nanofibres de carbone et voilà, donc j'y suis actuellement et ça se passe très bien. Et grâce aussi au CMI, je vois que d'avoir pu vraiment en apprendre beaucoup plus sur tout ce qui était le, la connaissance de l'entreprise, comment est-ce que cela fonctionne, aussi tout ce qui était les cours sur ce qu'on appelle des OSEC, donc des enseignements en plus qui n'ont pas forcément d'applications, donc soit dans l'entreprise, soit dans la recherche, mais qui sont là pour nous apporter des compétences, donc en communication. Donc, c'était de l'improvisation théâtrale en L1, qui du coup ont été vraiment très utiles après pour pouvoir se sentir beaucoup plus à l'aise à l'oral face à des personnes qu'on ne connaît pas dans le monde de l'entreprise. Donc, du coup, voilà. Le Et CMI, en tout alors, cas, ouais, la Suède, c'est ta première expérience à l'étranger. ouais. Est-ce que tu serais partie si tu n'étais pas en CMI? Du coup, avec du recul, je me dis que, en fait, chaque année, je me disais, je voulais partir, je voulais profiter d'Erasmus, faire un stage, enfin pas un stage, pardon, du coup, un semestre à l'étranger, du coup, avec Erasmus, parce que je voulais le faire en Europe. Beaucoup à La Rochelle, quand j'étais en licence, tout le monde partait à l'université d'Umeå en Suède. Alors du coup, je me suis dit, ah bah, je veux absolument faire mon semestre à l'étranger à Umeå. À chaque fois, j'ai repoussé et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, on arrive très rapidement à la fin du cursus. Et là, je me suis dit, c'est vrai que si j'avais pas eu le CMI qui, du coup, me demandait de partir au moins 3 mois à l'étranger, je pense que j'aurais pas fait. J'aurais peut-être un petit peu botté en touche et pris un stage en France, puisque bah, il y a enfin, le domaine est assez porteur en France, donc il y avait énormément de stages proposés. Et là, du coup, ça m'a vraiment permis d'aller chercher une entreprise à l'étranger, de pouvoir prendre contact avec eux et du coup, d'avoir une opportunité vraiment dans une entreprise aussi qui grandit pas mal et qui est intéressante au niveau de son sujet. Donc, non, non, ouais, c'est ça. Puis même, ça, tout ce qu'on voit en CMI, ça apporte quand même pas mal d'armes pour affronter le monde de l'entreprise. C'est pas vraiment un champ de bataille, mais ça permet en tout cas de se sentir beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on fait. Ok. Bon, peut-être qu'on reviendra sur ton parcours avec des questions de personnes qui sont là dans la salle virtuelle. Je vais passer la parole à Gaëlle. Merci Nathalie. Je vais mettre ma caméra aussi.
Voilà, donc bonsoir à tous. Moi, c'est Gaëlle. Du coup, je suis à la base, j'ai grandi au Liban et je suis arrivée j'ai décidé de faire ma formation à Paris, à Sorbonne Université, donc anciennement Université Pierre et Marie Curie. J'ai tout de suite rejoint le cursus master en ingénierie parce que j'en avais entendu parler. Ce qui m'avait convaincu de rejoindre ce cursus plutôt qu'une prépa, c'était le fait de vouloir profiter pleinement de mes 5 années d'études, d'avoir des projets, d'être dans l'université avec plein de profils différents et donc d'être dès le départ, jetée dans la vraie vie et avec la mixité que nous offre l'université. Pareil, le semestre à l'étranger, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et c'est ce qui m'a aussi encouragée à rejoindre l'université. Et je sentais que j'allais avoir plus d'autonomie et de liberté aussi dans le choix de ma spécialité. Donc voilà, j'ai passé les entretiens donc avec un enseignant d'ailleurs qui est ici je suis arrivée donc à la rentrée en 2014 à Paris où j'ai fait donc 3 ans de licence en mécanique. On avait plein de projets qui étaient vraiment super intéressants sur à la fois des interactions en machine en première année, où j'ai fait aussi un stage en informatique plutôt. Et en deuxième année, j'ai pu faire aussi un deuxième stage sur des thématiques énergie et santé. Donc là, j'avais vu que j'avais envie de faire de l'ingénierie et comme l'a dit Nathalie, donc pour moi, un ingénieur aujourd'hui, il doit trouver des solutions pour la société. Donc je voyais un peu déjà les thématiques qui me correspondaient. En troisième année, on a le semestre à l'étranger qui est obligatoire à Sorbonne Université et j'ai pu aller au Brésil. Donc j'ai passé 6 mois qui étaient juste fantastique où en plus j'ai appris à parler portugais parce que les cours étaient en portugais. Donc vraiment, c'était une très belle expérience. Et ensuite, en master, j'ai choisi la spécialité énergie. Donc à Sorbonne Université, on a vraiment ensuite en master le choix d'aller soit vers la mécanique des fluides, mécanique des solides, l'électronique aussi. Donc il va y avoir vraiment 12 spécialités différentes. Et moi, j'ai choisi l'énergie et l'environnement. Et là, j'ai fait donc 2 stages en master 1, un stage chez Capgemini, donc sur du conseil interne. Pareil, à faire des études sur l'énergie. Et puis en master 2, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Dassault Systèmes sur la batterie. Et je suis restée du coup là-bas en CDI. Donc voilà, j'ai eu un très beau parcours grâce au CMI. Ce que j'ai beaucoup apprécié pendant ce cursus, c'est que déjà, on est donc à la fac, c'est vraiment énorme. En licence, on va voir plein de personnes différentes. Dans les amphis, on est plus de 200, donc ça, c'est pas toujours évident de rester accroché. En CMI, on est un plus petit groupe et on se soutient pas mal, donc il y a un très, très bon esprit généralement dans les différentes classes. Et pareil, il y a une vie associative dépendamment des universités, mais souvent il y a une association et une vie associative euh, qui permet d'apprécier pareil, les études et plein d'opportunités avec les projets. Donc, à la fin des 5 ans, on a vraiment un CV qui est impressionnant pour les entreprises. Donc, même si aujourd'hui la formation n'est pas encore totalement reconnue, on y travaille et je pense que vous aurez un CV à la fin qui est très valorisant. Oui, Donc, peut-être voilà. quelques mots de la pastille CMI Alumni. Oui. Et donc, en plus, donc c'est une formation qui est assez récente. Je ne sais pas si oui, on n'a peut-être pas dit au début. Donc, qui existe depuis 10 ans, une dizaine d'années. Donc, il n'y a pas beaucoup d'anciens diplômés. Il y a aujourd'hui 7 promotions Oui. diplômés. Et ça fait 2 ans qu'on a créé l'association des anciens et où on propose de plus en plus de stages
et on fait reconnaître aussi la formation dans nos entreprises. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment en développement et où chacun de vous, une fois que vous rejoindrez la formation, vous pouvez aussi continuer d'y contribuer. Ok. Merci Gaëlle. Alors, avant de répondre aux questions, une dernière diapositive pour vous donner toutes les informations. Donc, d'une part, le site du réseau Figure, où vous allez retrouver le référentiel, le contenu, la charte étudiante, la liste des universités et des CMI, donc, qui sont classés à la fois par université en fonction des régions, également par thématique de CMI. Donc, vous souhaitez voir tout ce qui existe en CMI mécanique, vous cliquez sur l'onglet thématique mécanique et vous allez avoir tous les CMI en France qui existent sur ce thème. Chaque item de CMI est relié à une personne contact. Donc, n'hésitez pas, ce sera ma phrase de conclusion, mais n'hésitez pas à contacter directement les responsables pour discuter avec eux du contenu des cours et également des laboratoires de recherche qui sont associés. Vous pourrez retrouver aussi des informations sur les cursus directement sur les sites des universités. Mais des fois, en fonction des universités, c'est plus ou moins rangé dans des façons des fois un petit peu compliquées. Donc là aussi, vous aurez les mêmes types d'informations, le nom des responsables, les programmes, les laboratoires de recherche associés. Et puis, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, mais pour les personnes étrangères, en fait, il faut passer par le site de Campus France pour postuler à ce type de formation. Donc, vraiment, si vous souhaitez avoir plus de détails et puis déjà commencer à engager la discussion avec les responsables, ça peut vous aider aussi à construire votre lettre de motivation, à votre projet de formation qu'il faut mettre dans Parcoursup. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous faire connaître, même avant de candidater. Alors, je vais arrêter le partage, ce qui va me permettre de voir aussi les questions. Donc, au niveau des questions, ok, c'était juste par rapport au son. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de questions sur le chat. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut allumer sa caméra et poser une question. On a toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. Une question, si. Une question de Julia. Qui doit nous quitter. Donc, bonne soirée. Bonne soirée également. Oui. Si je peux me permettre, bonjour, je suis François. Oui. Je voulais savoir en fait si ce cursus était doté en fait financièrement de manière spécifique par les universités et si la campagne de financement, je suis un papa d'un jeune étudiant et j'ai lu différents articles de journaux et qui précisaient qu'en fait c'était dans le cadre d'un projet de financement un peu plus large sur la recherche, l'enseignement, etc. Et que c'était une campagne qui s'arrêterait ou qui s'arrêtait éventuellement à une certaine date. Et est-ce que ces financements, ces fonds qui permettent de faire vivre les enseignants, chercheurs, les enseignements, le CMI, etc., avaient été renouvelés ou doivent l'être? Voilà, un peu de visibilité sur les moyens finalement. Alors, effectivement, donc le cursus est là dans l'assistance, il y a M. Yves Berthaud qui était aussi à l'origine, puisque c'est un des premiers CMI qui a été créé et labellisé à Sorbonne Université, donc il pourra compléter, il ne faut pas qu'il hésite. Donc, les CMI sont nés d'un gros projet qui a été financé par le gouvernement, qu'on appelle un IDEFI, donc pour initier des nouveaux cursus innovants à l'université. Donc, dans ce cadre-là, il est vrai qu'un certain nombre d'universités qui
qui ont rédigé le projet pour créer les CMI dans les universités ont eu un fonds d'amorçage pour créer ces formations. Que ce fonds d'amorçage, en fait, c'était prévu dès le départ. Hein, c'était un financement qui durait 10 ans. C'est des plans d'investissement d'avenir qui durent 10 ans et financement qui s'est terminé en décembre 2020. Donc, depuis décembre 2020, les universités réfléchissent et mettent en place des nouveaux fonctionnements. Par exemple, là, il y a 5 universités qui testent la mise en place de diplômes universitaires qui viennent en plus du label CMI qui va être donné à la fin des 5 ans. Et on n'a pas parlé aussi des frais d'inscription qui sont différents suivant les universités et qui peuvent être supérieurs aux frais d'inscription des licences classiques parce que justement, on a ce double diplôme avec la licence support plus le diplôme universitaire qui accompagne cette formation. Alors, il est vrai que le financement de l'État s'est arrêté il y a 1 an et demi, mais après, le but, c'était de s'auto-financer et de voler un petit peu de ses propres ailes après l'arrêt du financement par l'État de ce type de formation. Je vais laisser la parole peut-être à Yves qui peut peut-être compléter. Oui, en fait, donc pas d'inquiétude sur le fait que les universités poursuivent leur engagement dans les modèles CMI. Ce n'est pas parce que cet argent, il y a eu 10 millions d'euros, très exactement, sur 10 ans, donc 1 million par année. Une bonne partie a quand même été utilisée pour tout un tas de mise en route, déplacements, etc. Les retombées directes, ce n'est pas dans la poche des enseignants-chercheurs, ça a été l'aide à la mise en place de toutes les activités, enseignement par projet, soutien en langue, etc. Ça ne fait pas des sommes qui sont considérables, raison pour laquelle les universités, dans leur grande majorité, n'ont pas eu de problème à dire on prend en charge sur nos fonds propres et parce qu'il y a un intérêt à avoir ces cursus un petit peu différents des autres. Les intérêts sont multiples. On voit arriver des étudiants un petit peu différents. Ça a aussi un effet transformant sur l'ensemble des autres cursus. Quand on voit qu'on est capable de mettre en place de la pédagogie par projet, on se rend compte que les étudiants sont intéressés, mais pas que les étudiants de CMI. C'est aussi une des particularités, Gaël l'a bien dit, on est à la fois dans un modèle CMI en petits groupes, mais pas toujours. Quand on a des cours en amphi, on est avec tout le monde. Et il y a des diffusions d'informations. Et je sais que nous, à Sorbonne Université, la mobilité internationale, elle est comme par hasard la plus importante dans le département de licence de mécanique, parce qu'on y a le CMI. Et du coup, les étudiants se parlent et il y a un effet d'entraînement. Donc, voilà. Comme l'a dit Nathalie, il y a une reconnaissance via un label qui est en train de devenir un diplôme d'université, ce qui est très, très courant en médecine, avec probablement des surcoûts, mais qui restent quand même excessivement modestes. L'inscription à l'université, c'est quoi? C'est 170 €? Oui, Sans mutuelle. 180 € pour les licences et 243 pour les masters. Là, comparé à 5 000, 10 000 pour certaines écoles de commerce, d'ingénieurs et autres. Le supplément, ça peut être 50, 100 € par an quand on est dans un format CMI. Simplement parce qu'il y aura une reconnaissance supplémentaire. D'accord. Non, mais écoutez, merci, c'est rassurant parce que moi, je trouve cette formation extrêmement pertinente. J'ai une fille que je voulais inscrire au
au CMI, alors qui était plus commerce, business, finance. Je voulais l'inscrire à Cergy-Pontoise, à l'ingénierie financière. Bon, elle a préféré faire une école de commerce. Et j'ai mon fils qui est plus ingénieur et qui est passionné d'aéronautique, etc. Donc voilà. Et voilà, non, mais c'est rassurant si effectivement les universités continuent à investir dans ce genre de formation. C'est innovant, c'est plus proche de l'entreprise, enfin, je trouve ça extra. Et je vous souhaite bonne continuation et puis on va candidater. Si vous regardez bien le panorama de l'enseignement supérieur, les universités se sont transformées et continuent à se transformer à une vitesse grand V, des tout à fait. des cursus innovants, sciences et Sciences Po, sciences et chinois, sciences et civilisation allemande. Je ne parle que de Sorbonne Université, j'y étais. Il y a je dirais des pépites un peu partout pour les étudiants qui, comme Gaël l'a bien expliqué, sont a priori attirés ou Bastien qui a fait un petit essai en prépa. Moi, j'en ai eu pas mal d'étudiants qui sont allés faire un tour en prépa avec des mentions très, très bien et puis qui ont dit non, non, ce n'est pas pour moi, je reviens et je trouve ma place dans ce type de modèle, que ce soit CMI ou double cursus ou cursus adapté. Enfin, il n'y a pas de souci. Qui peut voir nos messages? Tout le monde. Oui. Après, si je peux juste ajouter quelque chose, parce que du coup, il y a eu l'exemple de Cergy. Il y a certaines universités qui ont parfois qui ont mis des frais d'inscription un peu plus élevés. C'est le cas de l'université de Cergy, par exemple, sur la formation financière. Oui, tout à fait. Mais c'était raisonnable. Mais ça reste. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est raisonnable. Je me souviens, c'était 1000, bon. Je dirais, voilà. Comparé à une école de commerce, c'est sans comparaison, de toute façon. Voilà. Alors, je peux peut-être répondre sur le projet de création de cursus bachelor en 3 ans. Alors, le projet, c'est pas un projet. Alors, c'est paradoxalement un projet en France et c'est une réalité à l'étranger. On a déjà des cursus de bachelor en ingénierie qui existent. Il y en a un au Liban, il y en a un à Djibouti. Un Djibouti. La difficulté en France, c'est qu'il y a des chapelles, il y a des systèmes type IUT qui sont universitaires et qui se transforment en format en 3 ans. Il y a des BTS++. On a un panorama un petit peu compliqué et tout le monde se tire dans les pattes parce que c'est une spécialité française. Donc, le modèle CBI a un petit peu de retard à l'allumage, mais moi, je suis plus que très confiant parce que c'est un peu le même principe que le modèle CMI, avec probablement un côté qui sera moins prescriptif, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire pour transformer les licences standards, les masters standards pour aboutir à un CMI, alors que des systèmes de DUT en 3 ans ou BTS plus une licence ou les systèmes licences professionnelles sont déjà pas mal avancés. Donc, il y a quelques petits ajustements pour en faire des CBI. Bon, encore faut-il que les collègues soient d'accord pour sauter le pas. Voilà, il y a aussi des guerres de tranchées, il faut être clair. Donc, ça va se faire. J'ai même le sentiment que ça peut aller assez vite après. Bon, on en parle assez régulièrement. Petite question par rapport à l'entretien d'admission, comment le préparer? Alors, moi, je vais vous donner juste un peu les codes de ce qu'on pratique à Reims et puis Gaël qui l'a vécu et Yves qui en fait passer pourront compléter. Donc, nous, ce n'est pas un moment où on va tester vos connaissances. On va plutôt tester votre motivation. Est-ce que vous êtes bien dans le parcours qui est fait pour vous? Est-ce que vous ne vous trompez pas de parcours? Voilà, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien ce parcours-là que vous voulez faire, que vous avez bien compris tout ce qu'il y avait dedans, que vous avez la capacité de travail pour réussir? Donc, en fait, voilà, nous, on s'assure que vous êtes bien dans la bonne filière et que c'est bien ce que vous avez envie de faire plus tard. Voilà, je prends un exemple. Nous, on va être dans le domaine des biotechnologies végétales. Si tout au long de l'entretien, vous êtes en train de nous dire que vous voulez faire de la mécanique, on va vous dire, non, ce n'est pas la bonne filière. Donc, même si vos résultats sont bons, vous allez être déçus et vous n'avez pas choisi la bonne filière.
Donc, comment le préparer? En général, on vous donne la parole pendant 5 minutes et puis vous nous racontez un petit peu ce que vous aimez faire, quelles sont les matières que vous préférez en terminale et puis ce que vous avez envie de faire plus tard et si vous avez déjà une idée pour votre mobilité à l'international. Bastien a rallumé sa caméra. Je crois qu'il veut rajouter des choses. Effectivement, parce que du coup, donc moi, comme j'expliquais, je faisais partie des admissions au CMI après, du coup, les vraies admissions. Je ne sais pas si on peut dire vrai ou faux, mais et donc du coup, j'ai quand même eu donc cet entretien et je sais qu'à La Rochelle, c'est pareil. C'est pas un entretien sur les connaissances, il y a ils vont regarder le dossier forcément, mais c'est beaucoup un entretien sur la motivation. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont passer avec moi qui avait un dossier qui était un peu plus moyen et donc du coup, les profs avaient peur justement que peut-être le CMI plus la licence, la première année de licence, c'est généralement une année qui est assez compliquée pour pouvoir commencer à créer s'organiser au niveau du travail puisque c'est une toute nouvelle façon d'étudier. Et ils ont quand même souhaité les prendre dans le cursus puisque derrière, il y avait la motivation et du coup, ils sont restés jusqu'au bout. Aujourd'hui, je sais qu'ils seront labellisés l'année prochaine. Mm. Du coup, voilà. Des fois, j'ajoute par rapport aux résultats scolaires. Alors, bien sûr, si vous voulez faire des maths et que vous avez 3 de moyenne en terminale, vous avez quand même peu de chances d'être retenu. Mais ça nous est arrivé, et ça nous arrive tous les ans, de prendre des étudiants. En fait, on se dit, bon, oui, allez, on le prend. Il est moyen, mais allez, on le prend. Et en fait, ce sont des fois des étudiants qui se révèlent au niveau des stages, qui laissent alors, c'est des étudiants qui vont avoir des résultats moyens sur des interros, mais c'est des étudiants qui vont laisser une très, très bonne impression à l'entreprise ou au laboratoire dans lequel ils auront passé du temps et qui vont se révéler sur des domaines un peu plus pratiques, un peu plus professionnels. Donc voilà, étant donné qu'on a cette expérience-là, il ne faut pas rester, si c'était aussi un message que je voudrais faire passer, il ne faut pas rester sur ces petites promos où on a l'impression qu'il y a une sélection qui est énorme. Tout le monde a sa chance et il ne faut pas hésiter à postuler. Voilà. Si je Est-ce peux que vous avez peut-être encore rajouter d'autres questions? Oui, Gaëlle. Oui, je vais peut-être rajouter quelque chose par rapport aux notes. Donc, justement, Bastien l'a dit, c'est une différente façon d'étudier à l'université. Moi, je me souviens que j'avais de super notes en terminale, au bac aussi. Et donc, en L1, j'ai fait partie des étudiants qui se sont quand même pris une grosse claque parce que c'est vraiment c'est très différent au niveau de l'organisation, de la concentration. Et après, aussi, pareil, pour la petite histoire, j'étais avec non, des camarades à moi qui disaient: «Ah mais nous on va jamais faire de la recherche, on aime beaucoup les projets, les stages, mais les cours qui sont trop théoriques, on a de moins bonnes notes». Et finalement en master, quand ils ont choisi la spécialité qu'ils aimaient vraiment, et là c'est aussi une différence entre le master à l'université et l'école d'ingé, ils ont excellé et après ils ont décidé de faire une thèse. Donc ouais, je pense que c'est aussi quelque chose à considérer quand vous choisissez le CMI, de regarder peut-être les spécialités qu'il y a en master. Vous les connaissez même peut-être pas, au début, vous les comprenez pas, ce qui est tout à fait normal. Mais honnêtement, à l'université, on apprend aussi, on devient entre guillemets des experts d'un domaine et on peut très vite se passionner pour ce domaine et si on n'est pas bon, au début de la licence ou au lycée, après, on le travaille et on peut exceller en master et Oui, puis, tout à par la fait. suite, quoi. Je suis tout à fait d'accord et c'est clair pour avoir fait passer pas mal d'entretiens pendant 12 ans à peu près. Au bout de 2 minutes, moi je sais si j'ai envie de prendre ou de ne pas prendre le ou la candidate. Quelqu'un qui me parle de sélection de prépa, d'école d'ingénieur, des parents qui seraient contents aussi, etc. Bah, même si on est à peu près garanti de la mention très bien, on ne le prendra pas.
parce qu'on se dit ça ne va pas convenir, il ne sera pas satisfait, etc., etc. Nathalie a très justement dit que les notes, OK, mais on va regarder un ensemble, on va regarder si vous faites de la philo, ben, comment vous vous débrouillez, on va regarder le français. En moyenne, on n'aime pas trop les fautes d'orthographe, de syntaxe, etc. Ça, c'est fondamental. On va regarder votre engagement associatif, on va regarder plein de choses, mais on a envie qu'il y ait un projet, on a envie qu'il y ait une cohérence. Voilà, si vous nous parlez, ça nous est arrivé de votre passion pour l'histoire de l'art et que vous postulez en mécanique, on aura du mal à comprendre. Donc, il faudra nous expliquer. Donc, il ne faut pas bachoter, il faut aller regarder, il faut montrer qu'il y a de la cohérence dans votre projet. Vous avez le temps de changer, il n'y a aucun souci et c'est tout à fait normal. Et qu'il y a une personnalité. De dire à l'université, c'est ça qui nous intéresse, hein. On n'est pas dans un système prépa où on le voit ensuite à la boucherie, et puis, etc., etc. Donc, et on a énormément de cas d'étudiants qui, on les a pris, on s'est dit, oui, on lui donne une chance. On n'était pas prêt à parier sur l'issue positive. Et puis, ben, on en a un, je pense à un étudiant, il est en thèse à Cambridge. Et on en a de plus en plus des étudiants comme ça qui partent un petit peu partout dans le monde. Et c'est aussi un très, très bon indicateur de la qualité de la formation. On vous ouvre l'esprit et puis après, ben, vous envisagez votre terrain d'action, c'est le monde. Il n'y a aucun souci pour ça. Pour avoir enseigné aussi dans des écoles d'ingénieurs, il n'y a pas photo à l'arrivée en termes de comportement, en termes d'état d'esprit. C'est très, très différent. Et je ne parle pas en termes de niveau, je parle en termes d'état d'esprit. Donc, et comme Nathalie parlait tout à l'heure des rémunérations, de la manière dont vous allez vous présenter, tout ce qu'on vous fait, les stages, l'étranger, les entreprises, les projets, ça doit vous amener à vous présenter différemment, à avoir des postes qui ne sont pas les mêmes que ceux de vos collègues qui seront en école d'ingénieur standard, hein. Vous ne serez pas ingénieur d'application, vous serez ingénieur avec cet esprit, je remets en cause, je suis pluridisciplinaire. Après, il y a des personnes qui ont envie d'être plan-plan et faire tout le temps la même chose. Ce n'est pas a priori ce que fait Gaël. Il peut-être semblerait que Bastien c'était en mon stage. entretien, je ne m'en souvenais pas, Gaël, d'ailleurs, hein. Moi, je m'en souviens très bien. Tu avais traumatisé? Non, non. Mais c'est clair qu'on pose des questions qui sont là pour vous déstabiliser, éventuellement pour comprendre qui on a devant nous. Ça dure un quart d'heure, hein, l'entretien. Voilà. Très, très sincèrement, les gens qui vont vous écouter sont des professionnels. Au bout de 5 minutes, on sait. Voilà. Après, on vous donne des occasions pour vous rattraper, pour préciser, etc. Mais l'idée, on se la fait très, très vite. Ok. Alors, dernière question par Monsieur Gay. On va essayer de mettre à disposition la présentation sur le site internet du réseau Figure et puis peut-être de la mettre sur les réseaux sociaux ou en tout cas de partager le lien sur les réseaux sociaux. Et surtout, vous sollicitez les collègues dans les universités, les responsables de CMI. Il y a une très, très grande disponibilité, que ce soit CMI ou autre, hein. Les profs sont des bipèdes que vous ne reconnaîtriez pas dans la rue. Je veux dire, voilà, non, mais il y a une très, très grande accessibilité et c'est quelque chose que les étudiants qui, pour certains, nous quittent pour aller dans les écoles, nous renvoient comme message. Le contact avec les enseignants-chercheurs est bien plus important à l'université qu'il ne l'est dans les écoles. Ce qui peut paraître bizarre, mais c'est une réalité. Quand je parle d'école, je parle des très, très grandes. Pour la raison très simple, c'est que dans les très grandes écoles, il y a un concours, les enseignants disent « vous avez été recrutés, vous êtes les meilleurs, donc démerdez-vous, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre le cours ».
Nous, on fonctionne différemment. On a une grande diversité. On sait qu'il faut réexpliquer, réexpliquer. Donc, ce n'est pas la même façon de travailler. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, dernier instant pour en poser, hein, pour ceux qui... Il y en avait une sur où est-ce qu'on allait poster la vidéo. Donc, je ne sais pas si tu voulais d'abord le mettre sur YouTube. Non, moi, je peux le mettre sur la chaîne des alumni, mais et après le mettre sur le site, ou si tu mettais sur le site directement. Oui, oui. Alors, c'est du détail technique, mais je pensais peut-être la compresser un petit peu, à voir comment ça va sortir, et puis peut-être couper le moment où il y avait un blanc là, par rapport au problème de son. J'avais tout simplement pas allumé le son sur mon ordi. Donc voilà, je vais la nettoyer, et puis d'ici je ferai ça ce week-end. Je pense que d'ici lundi, elle sera disponible, et je t'enverrai un lien, Gaëlle, pour que tu puisses après la mettre sur YouTube. Peut-être qu'on va faire comme ça. Je te laisse la mettre sur YouTube. Comme ça, après, moi, je diffuserai le lien de la chaîne YouTube. D'accord. Donc, pour François, donc, on a une chaîne YouTube CMI Alumni. Ce sera là-dessus. Et après, je ne sais pas si vous nous suivez, si vous nous suivez sur LinkedIn, on la repartagera aussi ici. Oui, ok. Ben, merci à tous. Bonne soirée. Au niveau timing, on est parfait. Et puis, on espère vous retrouver sur les profils Parcoursup. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.